Liberté. Luc, bonjour. Il y a évidemment toujours d'intéressantes nouvelles là, qui nous proviennent du Sud. Commençons peut-être par le plus spectaculaire, j'ai envie de dire, le Kennedy Center auquel Donald Trump avait fait apposer son nom et on a ensuite demandé, un juge a demandé à ce qu'on l'enlève, cherche à remettre à nouveau le nom de Trump. Qu'est-ce qui se passe avec cette espèce de saga invraisemblable? Derrière ce qu'on associe à une forme de narcissisme ou de contrôle total des associations, ou des décisions, des regroupements, il y a toujours un fond que je trouve intéressant, qui est plus sérieux. Et chaque fois que Donald Trump teste les limites ou cherche une voie de contournement, ce qui m'intéresse, c'est finalement la décision ultime qui sera rendue. Tu l'as bien mentionné, donc c'était clair, selon une loi fédérale, il ne pouvait apposer son nom avec celui de John F. Kennedy sur le Kennedy Center. Donc, on a retourné la question devant le conseil d'administration, devant le CA, qui lui a dit « Ah, on va faire ça autrement. On va mettre le nom de Donald J. Trump sur la façade, mais pour dire que la rénovation, les travaux, parce qu'on a fermé également le Kennedy Center pour 2 ans, bien, on précise que ça a été fait sous la présidence de Donald Trump. Et dans un espace public un peu plus loin, on va transformer cet espace public et l'appeler le Presidential Donald J. Trump Plaza. Donc, par 2 fois cette fois-ci, donc plus que la première fois, on associerait le nom de John F. Kennedy à la mémoire, donc c'est-à-dire qu'on associerait Donald Trump à la mémoire de John F. Kennedy. Il faut savoir que sur la façade, jusqu'à maintenant, les seules plaques autorisées étaient celles de donations de pays étrangers ou de gens qui ont contribué à financer le Kennedy Center, qui, il faut le rappeler, est aussi un mémorial. Donc, le CA, le conseil d'administration, qui a été entièrement choisi par Donald Trump et qui lui est fidèle, va donc de l'avant avec une deuxième mouture de ce projet, de cette initiative. Mais encore une fois, attendez-vous à ce que ça aille devant les tribunaux. Ouais. Et ce qui m'intéresse, c'est long, ça coûte cher, ça semble parfois être des enfantillages. Moi, je veux savoir ce qu'on va décider. C'est ça qui me décourage, c'est que le pays est en guerre, rien ne va plus, et on se préoccupe de savoir c'est quoi le nom sur un building dans une population de 400 millions d'habitants. Je sais pas, il y a comme un truc un peu débile là-dedans. Puis par ailleurs, autre dossier du même acabit, c'est rendu que c'est la Cour suprême qui va trancher si on peut construire la fameuse salle de bal attenante à la Maison-Blanche. Je veux dire, rendu là, on peut appeler, je sais pas, Dieu, le Dalai Lama, Ban Ki-moon, je veux dire, tant qu'à escalader la patente, là, c'est comme, en quoi est-ce que la Cour... Je veux dire, je trouve ça, mais d'un délire, c'est comme faire choisir la couleur des tapis, genre à Pierre-Carl Péladeau, là, à un moment donné, je sais pas, on peut-tu garder ça au niveau décisionnel approprié? Non, y a-t-il juste moi qui trouve ça complètement délirant? Non, écoute, puis c'est très, très, très clair que dans tout ce qui se passe à Washington, en termes de travaux, le fameux bassin, le Reflecting Pool, le Kennedy Center, la salle de bal, combien d'autres bâtiments on veut le nom de Trump ou la marque de Trump, il y a quelque chose qui est malsain puis qu'on associe à des régimes autoritaires. Et le seul intérêt que j'y trouve, c'est qu'à chaque fois, ça nous oblige à réfléchir, est-ce que quelqu'un a écrit quelque part que le président ne pouvait pas faire ça? Parce que dans certains cas, on n'y avait pas pensé. On imagine mal quelqu'un de suffisamment petit, complexé ou encore particulièrement narcissique qui puisse autant embêter les gens avec des sujets qui sont effectivement réglés par d'autres personnes ailleurs. C'est puéril, Luc, je trouve, de déranger. Je veux dire, il y a des enjeux fondamentaux qui se produisent actuellement dans le monde et dans ce pays qui sont les États-Unis et on mobilise tout l'appareillage pour régler des pacotilles. Je sais pas, moi, il y a quelque chose que je trouve un peu absurde dans tout ça. Range ça, et c'est peut-être le nerd de politique en moi qui cherche à y trouver absolument une utilité. Mais je répète, c'était très clair dans le projet 2025, dont on parle beaucoup moins, mais dont on avait parlé durant la campagne. Donald Trump veut gruger à l'intérieur même du pouvoir exécutif le plus de pouvoir possible, éliminer ses nombreux petits contre-pouvoirs. Il y est parvenu parfois, il a été bloqué à d'autres moments. Moi, je vois ce genre de démarche comme
absurde dans l'origine de la problématique. Mais si la Cour suprême retourne au président Trump, écoutez, il y a une séparation des pouvoirs ici, M. Trump. Et j'entendais Cybèle mentionner 400 millions. Moi, j'ai 900 millions pour la salle de bal, par exemple. Ben, écoutez, pour des projets comme ceux-là, il y a des procédures. Puis, entre autres, il y a le pouvoir législatif. Ouais. Peut-être que la cause est effectivement puérile à l'origine. Peut-être que c'est tout simplement pour flatter sa vanité. Mais en même temps, on inscrira quelque part, il y aura une trace écrite du plus haut tribunal du pays. Il y a une limite au pouvoir présidentiel. Donc, s'il y a une utilité, c'est les failles, les flous ou encore les passages plus vagues ou sujets à interprétation de la Constitution. Voyons ce que les tribunaux, dont le plus haut tribunal, celui qui a autorité pour la Constitution, voyons ce que la Cour suprême en décide. Mais je suis d'accord avec toi. Pendant ce temps-là, il y a des soldats sur un navire dont on déplore l'état. On est enlisé. Ah non, mais il n'y a rien à voir de ce côté-là. Donald Trump l'a dit aujourd'hui. Là, il ne se passe rien sur le USS Abraham Lincoln. Ce ne sont que des oui-dire 5000. Même que l'information toute fraîche, leur séjour n'a même pas encore été assez long, a-t-il ajouté en fin de journée. Donc, allez, on sort le fouet. Voilà. Sinon, le tueur du président, directeur général de United Healthcare, M. Thompson, Luigi Mangione, dont le nom a beaucoup fait les manchettes, a finalement plaidé coupable aujourd'hui en disant là, quelque chose comme « je l'ai effectivement tiré et il est mort », donc reconnaissant là, sa culpabilité dans tout ça. M. Mangione était devenu quand même une sorte de figure, là. Bon, c'est un peu complexe, mais à la V for Vendetta, là, ou je ne sais trop quoi, un genre de terroriste sympathique. Là. Comment est-ce que tu vois un justicier? Ouais. Comment vois-tu le dénouement de cette affaire? Bien, écoute, c'est une affaire qui est intéressante à plus d'un titre. Mais ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est suite à l'abandon des charges les plus importantes. Il faut savoir que Mangione risquait donc ce procès au fédéral, mais un procès aussi dans l'État de New York. Et de chaque côté, grosso modo, ce qui est tombé en cours de route, c'est ce qui pouvait lui mériter les sanctions les plus graves, dont au fédéral, la peine de mort. Donc, il n'y a pas d'entente, du moins à ce qu'on sache, ce qui a été mentionné, il n'y a pas d'entente entre Mangione et le fédéral, mais il a donc accepté aujourd'hui de plaider coupable. Ce qui fait qu'on n'ira pas de ce côté-là vers un procès. Donc, et ce que j'attendais, ce qui m'intéressait justement parce qu'il est devenu aux yeux de plusieurs personnes un symbole de l'abus, donc de ces fameuses compagnies que tu évoquais, j'attendais ne serait-ce que ça, la sélection des jurés. Parce qu'il y avait deux possibilités pour que Mangione s'en sorte. La preuve semble terriblement lourde, là. On a des vidéos, on a des armes, on a des témoignages. Donc, ça semblait être particulièrement lourd. Mais on disait il peut éviter la peine de mort s'il y a, par exemple, s'il plaide l'aliénation ou la folie, l'aliénation mentale, ou encore si le jury ne parvient pas à rendre une décision. Donc, moi, je surveillais cette étape à venir qui était toute proche. Comment va-t-on sélectionner les jurés? Parce qu'il s'agit d'un, deux, et ça peut s'effondrer. Donc, nous n'aurons pas cette étape-là où on devine à l'avance, on avait garanti l'anonymat des jurés, mais où on s'attendait à ce qu'il y ait des pros, finalement, Mangione ou des Mangionistas, comme on les appelle parfois. On s'attendait à ce qu'il y en ait beaucoup près du procès. Oui, des Mangionistas. Moi, j'avais jamais entendu ça. T'inventes ça, là, Luc, ou il y a vraiment des Mangionistas? Non, j'ai retrouvé ça dans mes lectures quotidiennes. Donc, les partisans de je regarde Emma Gobey en régie. Là, elle a l'air d'une Mangionista. Elle. Ouais, on le voit tout de suite. Luc, je t'emmène sur notre dernier thème. Elon Musk, qui a fait, évidemment, un passage remarqué et remarquable aux côtés de Donald Trump dans les premiers mois de cette deuxième administration, en saccageant toutes sortes de départements avec son fameux Department of Government Efficiency. Il faut dire que si l'objectif, c'était de couper, je ne sais plus trop combien de milliards de dépenses fédérales, il a lamentablement échoué. Là. Le déficit américain cette année va atteindre les 2000 milliards de dollars. Là. Donc, raté sur tous les chèques pour Elon Musk. Ça s'était très mal terminé entre les deux hommes qui s'étaient lancés un peu de la boue dans un sens comme dans l'autre. Apparemment, ils se seraient rabibochés. Là. Ils seraient en train de se rapprocher, les deux hommes, à un point tel que Elon Musk aurait promis une contribution de 100 millions de dollars là, pour faire élire des candidats républicains lors des élections de mi-mandat. Est-ce que ce serait le retour de la bromance? Parce que les deux ont été si proches.
Elon avec son fils à la Maison-Blanche, dans le bureau ovale, discutant librement avec le président. Plus sérieusement, je pense que nécessité fait loi dans leur cas. On a toujours besoin d'argent, on n'en a jamais assez en politique américaine, et Elon Musk doit préserver ses contacts ou ses entrées au plan politique. Qu'il y ait eu brouille, bisbille, donc entre les deux hommes, c'était bien réel et documenté. On se rappelle qu'Elon Musk était allé très loin. Il annonçait une grande nouvelle pour Trump en lien avec Epstein. Donc, c'est rien de moins qu'une bombe politique qu'il annonçait. Mais je pense, c'était le cas dans des élections. D'ailleurs, depuis le dernier cycle électoral, il était revenu s'impliquer en politique. On avait dû le ramener à l'ordre, d'ailleurs, face à certaines contributions qu'il avait mises de l'avant. Mais je pense qu'Elon Musk n'en a pas fini, contrairement à ce qu'il avait déjà laissé entendre avec la politique, parce que pouvoir, de l'argent et des poches particulièrement profondes, ça s'accompagne d'un lien habituellement avec le monde politique. Et ça, c'est pas un truc de républicain, de libertarien ou de démocrate. Il y a cette proximité qui me met toujours mal à l'aise, surtout dans tous les partis, effectivement. Mais ce que je voulais, puis on va se laisser là-dessus, mais c'est un peu risqué, là, le pari de M. Musk. C'est-à-dire, on a vu, par exemple, avec les primaires, là, des candidats, au Michigan, qui levaient 3, 4, 5 fois plus d'argent que leurs rivaux, perdre quand même. Là, M. Musk, il laisse aucune ambiguïté sur sa préférence, si ce sont quand même les démocrates qui sont élus. Je sais pas, on voit beaucoup de ces grandes sociétés qui investissent des deux côtés. Finalement, comme ça, je t'ai donné à toi, je t'ai donné à toi, quel que soit le résultat, tu pourras dire je t'ai donné. Là, M. Musk, il est vraiment sur un seul côté. Est-ce qu'il risque pas, justement, est-ce que c'est pas un jeu un peu dangereux, lui, dont la survie, ou en tout cas le succès des entreprises passe quand même énormément là, par les contrats gouvernementaux, les subventions fédérales. C'est un jeu dangereux auquel il joue, non? C'est-à-dire qu'il fait probablement le calcul, Elon Musk, d'abord qu'il reste 2 ans à Donald Trump, un peu plus de 2 ans à la Maison-Blanche. Le contrôle du Sénat devrait rester entre les mains des sénateurs. Selon la plupart des sondages, ce serait vraiment une surprise. Et il y a même des sondages plus récents qui disent, écoutez, à la Chambre, c'est pas encore joué. Le redécoupage partisan des cartes, et même s'il y a l'impopularité de Donald Trump, les dés ne sont pas joués. Hein? C'est pas la mise n'a pas été remportée par les démocrates encore. Regardons par exemple du côté du Maine, où on a Susan Collins, qu'on donnait pour battue. C'était le cas à la dernière élection, c'est le cas présentement. Mais un sondage sur lequel je suis tombé aujourd'hui, elle n'a que 2,5 points de retard dans les sondages sur son rival démocrate. Au pire moment de l'administration Trump, Susan Collins s'apprête peut-être à survivre une fois de plus. Donc, c'est peut-être le même calcul que fait Elon Musk. Nous avons la présidence, on contrôle le Sénat. Maintenant, investissons au maximum pour la Chambre parce que je crois que c'est jouable. Rappelons quand même que dans le cas spécifique du Maine, puis pas pour défaire ta thèse, là, mais mettons que les démocrates se sont un peu maintes fois tirés dans le pied là, depuis quelques mois. C'était Graham Plattner, là, pour ceux qui se rappelleront du nom et du personnage, accusé par de nombreuses femmes là, de toutes sortes d'allégations, là, mais quand même un peu particulières, remplacé par Troy Jackson, lui-même pas nécessairement plus blanc que blanc. Fait que là, finalement, c'est comme si on n'avait pas tellement envie de gagner là, du côté des Blancs. Francis, ne sous-estimons jamais la capacité des démocrates à faire le travail des républicains à leur place. Et il y a eu un grand nombre de victoires attribuées à des candidats qui s'apposent eux-mêmes l'étiquette socialiste. Dans la bouche des républicains, c'est le communisme que ça va nous donner. On peut être d'accord ou pas avec le sens des termes, j'en conviens, mais ce n'est pas joué. Donc, suspense. À suivre, Luc. Bon week-end. On se retrouve lundi. Bonne fin de semaine à tout le monde, aux auditeurs, auditrices. Bye.